Un moment de plénitude et de sérénité sur la chaîne de l'excellence. Mesdames et messieurs, bonjour. L'émission c'est Eco5, un très beau programme sur E-Télé. Aujourd'hui, on vous emmène revisiter la belle histoire de Père Benfa, Maman Téné de Kani, dans le roman Sous l'orage de Seydou Badian. Ce sera dans la première partie de Les Écritures. Le colonel Ziboté, c'est l'autre roman de Renoukou-Anou après Les Enfants de la Poubelle qui a attiré l'attention d'Amaou Atikan. Il nous en parle en présence de son auteur. Cette semaine, vous savez, chers téléspectateurs, une seule préoccupation se loge au cœur de Junior d'Afrique. Comment conduire le dialogue avec les enfants en âge de puberté? C'est la grosse question à laquelle nos invités vont apporter la réponse. La rubrique Éducons s'intéresse quant à elle aux acquis du système éducatif pendant les 30 ans de pratique démocratique, et tout ceci en compagnie de l'artiste humoriste Le Parisien. Eh bien, c'est le moment d'écouter Cécimen et Rimsal pour nous installer. Rimsal, oh chouchouté d'Afrique, Fena lady. Je me bats, je renais pour y arriver. Je prends la vie du bon côté, ça va aller. Non, j'ai pas le temps pour des critiques. Je sais d'où je viens, je sais où je vais. Seul Dieu nous guide, alors restez pas. Oh ya baba girl, protect my life, jusqu'au bout. Parce que nous sommes des guerriers, on a la foi, ça va aller. c'est le rendez-vous. Vas-y mon frère, faut te lever. Garde ma soeur, le point levé. Ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. Ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. Comme un enfant commence à quatre pattes, il se lève et puis retombe pour apprendre à tenir bon. Si tu trébuches face aux obstacles, mon frère, faut pas abandonner. Lève-toi et puis avance, ton temps vient. N'écoute pas ceux qui disent t'es né sous la mauvaise étoile. Vas-y, fonce, lâche rien, tiens jusqu'au bout. Ton soleil va briller, Dieu ne dort pas. Voici ton moment. Parce que nous sommes des guerriers, on a la foi, ça va aller. C'est le rendez-vous. Vas-y mon frère, faut te lever. Garde ma soeur, le point levé. Ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. Ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. Sunday, la voix. 6 ans, Ibada. Nous sommes en plein dans les entrailles de Les Écritures pour aller à la rencontre de belles lettres avec Harim Lassissi et Amaou Atikan. Messieurs les chroniqueurs, bonjour. Bonjour Habib. Amaou, vous vous apprêtez à nous faire découvrir le colonel Ziboté, une imagination de Renoukou-Anou que nous avons le plaisir de recevoir. Renoukou-Anou, bonjour. Bonjour Habib. C'est un véritable plaisir pour nous de vous avoir. C'est tout le plaisir pour moi. Nous allons dans un instant explorer la beauté de votre fiction, mais avant, Harim Lassissi va nous révéler quelques secrets du roman Sous l'orage de Seydou Badian. Seydou Badian, que peut-on dire? Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bonjour Habib. Bonjour. Alors, nous parlons de Seydou Badian Kouyaté, plus connu sous le nom de Seydou Badian. Bien sûr. C'est un écrivain et homme politique malien. Il est né le 10 avril 1928 à Bamako, Mali. Sous l'orage, il faut reconnaître que ça fait partie de son... c'était son célèbre roman de l'époque, qui lui valut d'ailleurs le Grand Prix littéraire d'Afrique noire.
Voilà. Et il faut aussi signaler qu'il ne vit plus parmi nous. Il est parti. Et vous dites le 28, tantôt qu'il a un petit problème avec le chiffre 8. Oui, 8, parce qu'il est né le 10 avril 1928. Il est parti finalement le 28 décembre 2018. Père son âme, donc, voilà. c'est Badian, oui. Et vous permettez, il est auteur aussi de la saison des pièges, publié en 2008, le Modibo en 2015. Et aussi les dirigeants d'Afrique noire face à leur peuple, et noces sacrées et autres. Très bien. Puisque c'est Sous l'orage qui nous intéresse sur les écritures, dites-nous, faites-nous un bref résumé de cette œuvre-là. Alors, Sous l'orage, c'est l'histoire de deux jeunes, Samou et Kani, qui s'aiment et qui veulent se marier. Très tôt, ce projet, ou bien ce rêve, rencontrera la décision irréversible de Père Benfa, le père de Kani. Est très attaché à la tradition, qui compte donner sa fille en mariage au vieux polygame Famaga. Famaga, un riche commerçant. Tout ceci a été décidé à l'insu de Kani. Naturellement. Et vous savez, pour le père Benfa, l'amour et le mariage entre les jeunes constituent une humiliation pour les traditions et pour tout ce que vous savez. Alors, cela va s'installer. Alors un choc, c'est-à-dire un conflit entre les jeunes et les vieux. Bien sûr. Parce que les vieux étant attachés à leurs coutumes et autres, ne veulent pas céder. Alors que la jeune génération, ils veulent innover, et parce qu'on parle de l'amour, alors que pour la vieille génération, l'amour n'a presque pas sa place. Parce qu'on dit c'est depuis la naissance, voilà, la soumission ou rien. Parce que c'est depuis votre naissance qu'on dit vous êtes destiné à prendre tel ou autre. Voilà, maintenant, plus vivre, on dit, plus tard, le jeune couple parvient quand même à convaincre les vieux de leur amour et de leur détermination, parce que finalement, ils sont arrivés quand même à trouver un consensus sur un terrain d'entente, et puis le rêve a été réalisé. Il faut noter également que du village, même pendant les vacances, ils sont allés chez leur oncle. Je parle de l'oncle paternel, je parle de Kani et son frère. Arrivés là-bas, ils ont posé le problème à l'oncle Djigui, qui est avec l'intercession de son ami Tiema, ils sont parvenus à aider le jeune couple à voir. Très bien. Alors, quand on parle de Sous l'orage, quand on dit Sous l'orage, c'est quand même un titre évocateur. Pourquoi avoir choisi ce titre-là? Alors, nous parlons de tradition, nous parlons de modernité. Alors, et nous savons que le vent qui nous a apporté la modernité, c'est la colonisation. C'est la colonisation. Bien sûr, oui. Alors, la colonisation, les peuples africains ont vécu la colonisation un peu comme du massacre, un peu comme un ouragan, un orage. Voilà tout simplement ce qui a peut-être motiver l'auteur pour le choix. Alors que si on va s'amuser à classer quand même cette œuvre-là dans les périodes de la littérature négro-africaine, on la classerait dans quelle période? Alors pour la classer, je dirais que ça appartient à la troisième période. La troisième période. Parce que nous sommes en 1963, il faut le dire, parce que le roman a été publié en 1963 aux éditions Présence africaine. Donc il faut le dire, nous sommes bel et bien dans la troisième période, voilà. Vous le dites. Alors, la finalité, quelle est la leçon de morale? La leçon de morale, d'abord, il faut dire que malgré le conflit qu'il y a, quelle que soit sa nature, sa taille, il faut quand même qu'on trouve comme âme la communication. Parce que tout au départ, on a compris que c'est la communication, il y avait un déficit de communication, ce qui a voulu plonger tous les personnages dans un chaos. Et heureusement, avant la fin, on a quand même trouvé un consensus, la communication, bien sûr. Parce que les vieux ont communiqué avec le père Benfa, de Djigui là-bas, jusqu'ici, on a quand même communiqué. C'est ça qui a permis. Très bien. Alors, quels sont les thèmes qui s'imposent? Les thèmes qui s'imposent à la lecture de Sous l'orage? Très rapidement. Et nous avons la polygamie. La polygamie. Nous avons également le mariage forcé. Parce que Samou et Kani, c'était des gens qui étaient partis pour se marier. Ils mijotaient ce projet-là. Mais sans les consulter, on a décidé à leur place
On dit on te lègue Bien sûr, celui-ci là bien pour sûr. ton mariage. Donc il y a le mariage forcé, il y a la polygamie, La polygamie. qui est ici logée en vedette ici. Parce que la polygamie, on a tout fait pour maquiller ça de toute manière. Donc il y a ça. Et à part ça, nous avons aussi la confrontation. Et je parlais tantôt de la communication également. Voilà, pour ne pas aller dans... Alors, Amaou, vous qui avez certainement lu cette œuvre-là, dites-moi, quel est le personnage qui vous a marqué, qui vous a attiré? Je retiens le personnage du père Digui. Le père Digui? Oui. Pourquoi? Le grand frère du père Benfa, qui au village a reçu les deux jeunes, Kani et Birama, et les a écoutés et est intervenu auprès de son frère qui vit en ville, et il a pu lui trouver, n'est-ce pas, il a pu trouver les mots qu'il faut pour Bien sûr. lui demander de revenir sur sa décision, celle qui était de donner sa fille. En mariage forcé. Le père Digui, parce que contrairement à ce que on dit souvent, que c'est parce que Kani et Samou finiront par se mettre ensemble, on pense que c'est la modernité qui a prévalu sur la tradition. Je ne suis pas totalement d'accord, parce que c'est toujours le père Digui étant dans son village qui symbolise la tradition ici, qui a fini par trouver la solution. Donc s'il y a tradition au départ qui voulait imposer un mariage forcé et à Kani, c'est toujours cette même tradition qui a évolué et a fini par... Est-ce que vous pouvez nous donner quelques lectures d'un extrait rapidement? Très rapidement. Très rapidement, nous sommes dans l'œuvre Sous l'oreille de Seydou Badian, oui, présenté par Arim Lassissi. Et là, Amaou est en train de chercher un extrait pour nous. On y va? Un de mes amis vient de la ville, m'a confié pour toi. Kani, Oui. du nouveau et du beau. Amateli est venue chez moi avant-hier. Elle a parlé à ma mère. Voilà ce qui a été dit. Ton oncle, Digui, dans un message, a demandé au père Benfa de te laisser continuer tes études, de te laisser aller, de te laisser à l'école jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu veux être. Bien sûr. Que tu le veux ainsi. Le père Benfa a transmis le message à Famanga. Ce dernier a répondu que lui n'allait pas passer sa vie à attendre une fille alors qu'il n'y en a pas milliers dans la vie. Merci beaucoup pour l'extrait. Oui, Arim, on peut avoir le schéma très rapidement, le schéma attentif et ensuite votre jugement personnel parce qu'on me fait signe déjà. Alors, et quand nous parlons de schéma attentiel, nous avons les 6 Satans. Aussi, rapidement, nous avons le sujet. Le sujet ici, nous avons Samou et Kani, les deux jeunes là qui veulent se marier. Et l'objet pour objet, nous avons le projet de mariage entre Samou et Kani également. Destinataire ici, c'est ça. Premièrement, c'est Samou et Kani, bien entendu, parce que la réalisation de ce projet, c'est-à-dire le mariage, ça profiterait aux deux là, c'est-à-dire le couple. Maintenant, comme dessinateur également, nous voyons encore inscrit Samou et nous avons Kani également, et l'amour aussi. Voilà. Comme adjuvant, les éléments, c'est-à-dire les personnages qui ont aidé Kani et Samou dans l'atteinte ou bien dans l'obtention de leur... il y a Tiema, la main de l'oncle Digui. Il y a Digui également, qui est l'oncle de Kani. Il y a le devin Tiekura, les 3 frères de Kani. Et bien entendu sans Sibiri. Et il y a Kefa aussi, l'ami de Samou. Kumba, qui est la mère aussi de Samou. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons les opposants, ceux qui sont opposés à la réalisation de ce projet. Nous avons le père Benfa, et le vieux Famagan, Sibiri. Votre jugement. Voilà, moi, je l'ai déjà dit tantôt, je voudrais simplement rappeler que quel que soit le conflit que nous avons dans cette vie, il faut quand même initier la communication, le dialogue. Il le faut. Merci. Voilà. Merci. Amaou, votre jugement personnel?
communiquer, Oui. initier Penser la à communication. Et bien sûr, vous êtes là pour nous présenter le roman Le Colonel Ziboté de Kwenukouanou. Kwenukouanou, vous êtes là, bonjour. Bonjour Habib. Va laisser Amaou à votre service. Ok. Bonjour. Bonjour Amaou. Alors, avant le Colonel Ziboté, publié pour la première fois en 2013, Bien sûr. Kwenukouanou a publié Les Enfants de la Poubelle. Les enfants de la poubelle. En Un 2000. roman exceptionnel. En 2000. Et pour parler du Colonel Ziboté, Oui. on ne peut pas ne pas évoquer Les Enfants de la Poubelle. C'est indéniable. Parce que le Colonel Ziboté vient comme une autre partie de Les Enfants de la Poubelle. Bien sûr. Donc tout de suite, je vais donner Très bien, on y va. un petit résumé Bien de sûr. Les Enfants de la Oui, Poubelle. on y va. Madeleine, une jeune américaine, Mhm. au lendemain de sa majorité, Oui. est éjectée de la maison par sa mère, qui lui promet une vie dure. Dans sa fuite, elle rejoint la France où Gabrielle, sa mère, vient écouter la paisible vie de couple qu'elle mène. Aidée de Rouet, la jeune Tessane se retrouve en terre africaine dans le golfe du Bénin. Toujours traquée par sa mère et désormais persona non grata dans la demeure de Rouet et ses îles. Sa rencontre avec Aloya, le futur roi qui attendait sa reine, donne un autre sens à la vie de Madeleine, devenue reine Lali Agbodjedo. Elle vivait le bonheur que Gabriel lui refusait. Mais le décès de son second fils la met en désaccord avec la tribu. Elle quitte sa terre adoptive et retourne chez sa mère aux États-Unis. Très bien. Quant au colonel Ziboté, Bien sûr. on a pour résumer le lieutenant d'armée Toby, un militaire hors pair Bien sûr. qui préfère vivre dans la discrétion. Accusé par son supérieur, le colonel Ziboté, d'entretenir une liaison avec son énième maîtresse, le lieutenant Norou. Malgré toutes les preuves apportées par cette dernière, Ziboté s'investit à détruire Toby, à qui il attribue des forfaitures les unes les plus dangereuses que les autres. Très bien. Le jeune parachutiste finit par démissionner de l'armée, se convertit en civil, mais Ziboté a la haine tenace. Poursuit Toby jusqu'au viscère. dans ce dernier retranchement, mais Toby ne s'en émeut pas. Il cherche toujours l'apaisement, Bien sûr. cherche la discussion avec le colonel Ziboté, Ziboté. qui finit même par aider dans beaucoup de circonstances. Voilà. Ne cherche pas à lui rendre la monnaie de sa pièce. Toby finit par se révéler le jeune garçon de Lali Agbodjedo, avec qui elle est partie, n'est-ce pas, de la terre africaine quand elle a perdu son second garçon. Et Toby retrouve sa mère qu'il a laissée aux États-Unis en temps, finit par revenir en terre africaine avec ses grands-parents américains qu'il n'avait pas reconnus, Bien sûr. et devient roi à la suite de son père. Aloya. Quelle imagination. C'est tout simplement du colonel Ziboté, quoi. Merci beaucoup. Allez. Alors, je vais poser quelques petites questions à Kwenukouanou, si vous permettez. Alors, seriez-vous un enfant de la poubelle qui a connu le colonel Ziboté? Non, un enfant de la poubelle, non. Chacun a son couloir dans la vie. C'est vrai qu'au début de mon existence, j'ai connu beaucoup de difficultés et tout ça là. Mais ça ne suffit pas que je m'identifie à un personnage de roman. J'ai ma vie à part, le colonel Ziboté a sa vie à part, oui, et le jeune garçon aussi. Ok. Des enfants de la poubelle au colonel Ziboté, j'évoquais tout à l'heure la similitude entre les deux romans au plan toponymique. On a le golfe du Bénin, Nati, et au plan onomastique, Vaudou, Lali Agbodjedo, Poton, Ziboté, Sen Toby et le Bénin. Oui. Alors, je voudrais savoir si c'est le Bénin qui est la terre qui inspire vos ouvrages. Oui, je peux le dire ainsi parce que
c'est le Bénin que je connais le mieux en Afrique. Ça fait un. Et deuxièmement, on m'a reproché dans Les Enfants de la Poubelle d'avoir trop utilisé les scènes de l'Europe. C'est au niveau de l'Europe que beaucoup de choses se sont passées. Donc ici, dans le Colonel Ziboté, j'ai ramené le théâtre chez nous. Et pour la plupart, contrairement aux Enfants de la Poubelle, dans ce deuxième roman, la plupart des scènes sont des scènes réelles. C'est des scènes tirées du réel. C'est pas vécu, oui, c'est des choses vécues. C'est des choses vécues. Et même beaucoup de choses qu'on n'imagine pas. Quelque part là, il y a un vieux qui devait partir à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. C'est nous et tout ça là. Ce qui s'est passé là, ça s'est passé chez moi. Parce que aucun de mes oncles n'a été à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi la sorcellerie que vous avez mentionné. Aucun de mes grands-parents n'a été à la Deuxième Guerre mondiale parce que celui qui était responsable de la maison, il se dit mais qu'est-ce que je dois faire pour protéger les miens? Si on m'enlève toute la jeunesse pour aller à la guerre, qu'est-ce que je vais devenir? Et de consultation en consultation, il y a un petit de la maison qui dit avant d'aller sur le lieu de recrutement, qu'on vienne lui faire accolade avant de partir. Exactement comme c'est dans le roman là. Et les gens ont obéi, même des gens qui ne sont pas de la maison, qui sont des maisons voisines, ils ont appris le phénomène, ils sont venus faire la même pratique, ils ont tous été sauvés. Oui. Ils n'ont pas été à la guerre. Donc, ce roman-là, presque tout ce qu'il y a dedans, c'est du vécu. Ok, d'accord. On peut aller découvrir l'écriture déjà du livre. On peut avoir quelques extraits. Quelques extraits, oui. Nous sommes à la page 191. Oui. Ziboté regarda la femme par le bout du nez. Madame, dit-il, la discrétion n'est pas un mot abstrait. C'est la discrétion qui dirige ce monde. Dites-moi sincèrement comment ça se passe, les négociations. Excusez mon ignorance si je suis trop direct. Ne vous inquiétez surtout pas, je suis ici pour vous servir. Voilà, je vous dis clairement mon problème. Vous allez voir comment me conseiller ou comment m'orienter. Bien sûr. Vous n'avez pas à craindre la présence de ma compagne. C'est une collaboratrice intègre. Motus, bouche cousue. Alors, madame, qu'est-ce que je peux personnellement gagner à travers les négociations? J'espère que je ne suis pas le premier à vouloir profiter de la situation. D'accord. Oh que non. Ah, ça me rassure. Mais la question est délicate. Je m'en doute bien. Ces aspects se traitent avec les patrons. Mais je vous préviens, en toute sincérité, mon patron actuel n'est pas très perméable. Il est très rigoureux. C'est le militaire loyal, tel que les théories le peignent. Bien sûr. Militaire pur sang. Bien sûr. Alors, là, c'est le colonel Ziboté qui parle, qui est en discussion avec une jeune secrétaire. Et en dehors du pays. Voilà un personnage qui est une mine de qualité détestable. Et, comment en êtes-vous à arriver à créer ce personnage-là? Comment peut-il à lui seul cristalliser autant de qualités réprimables? Bon, ben, ce que je voudrais dire, les diables se ressemblent. Wow. Les diables se ressemblent. Et colonel Ziboté, on aurait pu le charger plus que ça. Avec d'autres fils, il va supporter. Parce que à côté du jeune Toby qui veut peindre tout beau, tout ça là, il faut qu'il y ait un diable à côté, tout noir, pour que la comparaison soit... Pourquoi Pensez-vous que la société est remplie de ces colonels Ziboté là? C'est ça?
il y en a cadeau au Bénin. Ah, d'accord. Oui, j'ai fait l'administration et ce qui est là, c'est monnaie courante. Bien sûr, connais Harim, bien. oui. Colonel Ziboté, je reviens au titre de l'œuvre. Colonel Ziboté, Zimboté, comme ça s'entend. Zimboté, Papa Zimboté. Papa Zimboté. Et c'est vrai, le personnage répond aussi à ces caractéristiques, Bien sûr. à ces traits-là. Maintenant, ma question. Et j'ai constaté, quand je feuilletais les pages, j'ai constaté une posture féministe. Un auteur qui défend ou bien veut défendre la gente féminine. J'ai constaté ça. Merci. Et j'ai constaté une femme, vous avez présenté, vous avez peint plusieurs femmes. Nous avons Yabor, à toi. J'ai constaté quand même une posture féminine, quelqu'un qui défend la cause féminine. Merci. Et on a constaté, et plus précisément, vous avez dit, il y a la femme de Larry, je pense, qui a été quand même tout le temps battue par son mari, mais qui n'a jamais songé quitter le foyer. Judith, Voilà. Qui n'a jamais quitté le foyer. Pardon. Est-ce que vous voulez parler des injustices, des souffrances que subissent les femmes dans les foyers, ou bien vous défendez quoi là, justement? Je défends la femme en général. Okay. Parce que moi je suis né en 56, mon père est mort en 58, donc je n'ai connu que ma mère. Ah, d'accord. Et je n'ai connu que ma mère. Et tout ce qui peut arriver dans la vie, et rassurez-vous, il y a quelqu'un qui est venu, mon maître de ceux deux, il est venu à la maison pour dire à ma maman, le garçon a fait 15 jours à la maison à cause de 15 francs de cahier. À cause de ça, je suis venu, donne-le-moi, je vais te le garder jusqu'au CM2. S'il a de la chance, il peut avoir une bourse pour continuer ses études, sinon au moins je te le pousse jusqu'au CM2 au moins. Et ma mère a dit, mais écoute, ce dont ce garçon a besoin, ce n'est pas de l'argent. Il a besoin de savoir qu'il n'a pas un père. S'il dort à jeun avec lui, il va savoir pourquoi il dort à jeun. Donc, s'il est avec toi, tu ne peux même pas dormir à jeun avec lui, tu vas lui donner ce qu'il veut. C'est ça. Mais ce n'est pas bien pour lui. C'est pour sa formation. Oui, j'ai besoin de le garder. Si on dort ensemble, je suis en train de lui expliquer jusqu'au matin. Qui n'a pas un père. Tu n'as pas un père, tu vois maintenant, d'autres sont en avance sur toi parce que pour connaître tes problèmes. Alors, très rapidement, on me fait signe qu'il nous reste 1 minute là. Ok. Je voudrais demander, à côté de ces figures féministes qui défendent, dit-il, il y a quand même Gabrielle, la mère de Madeleine, dans Les Enfants de la Poubelle, Bien sûr. qui est une femme qu'aucun enfant ne voudrait avoir pour mère. Oui, mais il faut la comprendre à la fin. Il faut la comprendre parce que elle voulait éloigner sa fille de la maison pour que sa fille ne découvre pas que son père se trouve dans la cave. Mais déjà, oui, ça. Enfermer son mari dans une cave. Oui, ben, elle en a les moyens. Là, nous sommes dans Les Enfants de la Poubelle. Oui. Voilà. Oui, elle avait les moyens de faire de faire ces atrocités, mais c'est pas pour elle, c'est pas de la méchanceté. Elle règle ses problèmes avec les moyens dont elle dispose. Mais c'est aussi une dame qui partage son amant avec sa fille et tout ça. Oui, ça là, c'est orchestré. Parce que C'est orchestré. c'est orchestré. Elle voulait que sa fille tombe dans un panneau. Tout simplement du beau, tout simplement de la littérature. Et je vous remercie, chers chroniqueurs. Vous êtes merveilleux. Vraiment, Harim Lassisi, chroniqueur, Amaou Atikan, merci beaucoup pour ces belles chroniques. Nous
Vous revenez quand vous voulez, Merci, n'est-ce c'est un pas? plaisir pour moi. Alors, 50 et 30 ans après la conférence des forces vives de la nation, qu'est-ce qu'on peut retenir comme acquis dans le domaine éducatif? C'est ce débat que nous allons faire dans nos rubriques éduquons, mais avant, on va à la région, on revient. Ni maoni kochi Ijadagbe magberu Ni feeling ni kochi Betona wanunde Wezo mi fambodo kan yehu Pamano vina nyi nude Wezo mi ronjede Asome yezene Wali numini hinuko Malo no mede susu Nika e anami eo Do inosu nika nu medi Mele ye no komedi Nika e yere wa befi Ebande anilomina Yeah Feeling me coachy Ajalo no feeling me coachy Feeling me coachy Ma u feeling me coachy Feeling me coachy Ma u feeling me kobo Aduna dolu nyenesu They love me the Nuvana, boy love me the Telena. Ye da jile ye madonu de, boy love me the Yatana. Wakpo, niko anami onchena. Adanu yeze wakoli anasoka mi ache. Koli ona yeze wane, ba eta wele kuche memau. Kwalo no mi bo, halina wakumya ye. I don't know mendele, but they tell I can't yeto. Feeling coachy chosen me. Feeling me coachy, I don't know feeling me coachy, feeling me coachy, my own feeling me coachy, feeling me coachy, my own feeling me kobo, I don't know feeling me coachy, I don't know feeling me coachy, feeling me coachy, my own feeling me coachy. Président Faisal, Élisée Gado. Unico de Wagbefi, Unico vida beton. Monsieur Massi Marende, Unico donano towe, Unico nusuda roto, Unico de Wagbefi, Unico vida beton, Unico donano towe, Unico nusuda roto. Nico, no soda roto.
Nous sommes plutôt dans la rubrique Junior d'Afrique et aujourd'hui nous cristallisons nos esprits pour prendre conscience du dialogue à tenir avec les enfants à l'âge de la puberté. Pour en parler, on reçoit pour vous, chers téléspectateurs, Victoire Gomez, spécialiste en protection de l'enfant et de la jeunesse. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. En face d'elle, Joanne Kenom Fanou, consultante en harmonie du foyer. Madame Joanne. Bonjour. Vous avez beaucoup de soleil dans votre vie. Bonjour. D'accord. Selon le guide de référence pour la conduite du dialogue parent-enfant en santé sexuelle et reproductive, la puberté chez la fille débute en moyenne à 11 ans, mais peut se produire entre 10 ans et 15 ans. Madame Gomez, quels sont les signes caractéristiques visibles chez la petite fille? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je dois dire que la puberté, c'est une période de transition entre la période de l'enfance et l'âge adulte. Oui. Donc, elle survient, comme vous l'avez dit, autour de 11 ans chez la fille. Chez la fille, oui. Chez la fille. Et comme si nous devons dire qu'il y a plusieurs catégories de signes. Il y a les signes physiques, mais il y a aussi les signes comportementaux. Bien sûr, on va y arriver. Parlons d'abord des signes physiques. Oui. Comme signe physique, chez la fille, il y a les seins qui apparaissent. Bien sûr. Il y a la taille qui s'affine. Il y a les poils qui apparaissent sur les bras et sur le pubis. Bien sûr. Et surtout, il y a l'apparition des premières règles. Bien sûr, à ce niveau, l'apparition des premières règles est l'événement le plus important de la puberté féminine. Il y a chez la petite fille des transformations non physiques, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, qui donnent au corps une nouvelle énergie souvent difficile à contrôler. Devant une telle évidence, elle développera de plus en plus la fierté, l'estime de soi, l'affirmation de soi, l'opposition avec les parents, les manifestations d'indépendance, la pudeur, le comportement batailleur. Alors, comment s'occuper de la petite fille pour l'aider à bien, réussir, voilà, son avenir? C'est ça. Merci. Je pense que s'occuper de la petite fille en âge de puberté qui commence par développer tous les signes dont Madame Gomez vient de parler, bien sûr, revient déjà à une responsabilité très énorme. Et il faudrait déjà que les parents sachent que si leur enfant va réussir son avenir, il ne suffit pas simplement de travailler pour qu'il puisse aller à l'école. Il faut travailler sur la personnalité de l'enfant. Et travailler la personnalité de l'enfant, le guide de référence pour la conduite du dialogue parent-enfant en santé sexuelle et reproductive nous donne déjà des exemples. Des exemples, oui. Pour l'enfant de 0 déjà à 2 ans. Déjà 0, hein? Voilà, de 2 ans à 8 ans, et maintenant de 8 ans à 13 ans, qui nous concerne aujourd'hui. C'est pour dire que c'est un travail continu. Ce n'est pas brusquement à 8 ans ou à 13 ans que ce travail dont vous êtes en train de parler se fait. Il faut façonner son enfant. L'estime de soi dont vous venez de parler, la confiance en soi, tout, ce sont des choses qu'on permet à l'enfant d'acquérir dès le bas âge. Maintenant, pour venir à notre cas d'espèce, voilà l'enfant est à la phase de puberté. Il faut mettre l'enfant en confiance. Les parents doivent savoir que le dialogue devient une arme de protection de l'enfant dans ces situations. L'enfant qui se retrouve brusquement en train de voir ses règles, en train de voir ses menstrues, qui peut se poser mille et une questions. Il faudrait au préalable, avant même que cela ne vienne, il faut déjà que les parents
parle avec la fille. Donc, une fille à partir de 8 ans doit pouvoir discuter avec sa maman. Maman doit pouvoir dire à l'enfant, ah, tu sais, il y a telle chose qui se passe. Si jamais cela arrivait, voilà ce que tu peux faire. Si tu étais à l'école que ça se produisait, tu dois faire appel à telle personne, tu dois me former, tu dois demander la permission. Il faut préparer l'enfant à ça. D'accord, d'accord. Madame Fanou, alors, Madame Gomez, c'est dans ce monde merveilleux de contes de fées que les enfants arrivent à faire leur première rencontre, leur rencontre romantique. Alors, comment le parent doit réagir par rapport à ça? Merci. Comme l'a dit Madame Quenom tout à l'heure, c'est un travail qui commence en principe de façon précoce, de façon très précoce, pour pouvoir réussir à la phase de la puberté. Donc, il faudrait d'abord que le parent installe un climat de confiance. Vous en tant que mère, Madame Gomez, oui. Votre fille de 13 ans vient vous voir, ah maman, j'ai un petit ami. Comment vous allez réagir? Droit dans vos bottes. Comme je le disais, il y a plusieurs réactions et on ne peut pas demander aux parents d'avoir la même réaction parce que le tout dépend. On y va avec votre réaction. Bon, ça, je pense que ce serait difficile que cela se passe comme ça, voilà. Parce que déjà très tôt, il y a un travail de fond qui se fait. C'est ça justement. Okay. Il faut, avant même la puberté, faire un travail de fond pour que l'enfant puisse partager les valeurs qui sont chères à la famille. Si déjà, je crois que ce travail se fait de façon convenable, il serait difficile que tout de go, parce que vous avez dit 13 ans, j'estime que c'est pas l'âge raisonnable pour avoir un petit ami, pour s'amouracher, voilà, selon les normes. Mais avec ce qui s'observe dans la société, 13 ans même, c'est déjà avancé. 13 ans, c'est déjà avancé. Et dans certaines cultures, dans certaines régions au Bénin, certains parents ne seraient pas gênés d'avoir une fille de 13 ans avec un copain. Ah bon? Des fois même, c'est les parents qui poussent les enfants au mariage. Je suis sûr le mariage précoce n'est pas d'accord continue dans notre pays. On ne le sait pas. Dans plusieurs régions, ça continue. Et très tôt, même avant 13 ans, vous allez voir des parents qui poussent les enfants à la débauche. C'est un peu à la mode dans notre pays. Ah bon? Les parents qui démissionnent, les parents qui n'arrivent pas à faire face aux besoins de leurs enfants. Est-ce que nous n'allons pas explorer un peu l'avenir de la rue, parce que vous savez, à cet âge-là, c'est l'âge idéal pour apprendre par mimétisme. Vous pensez que la période de puberté est dangereuse pour l'enfant? Je ne peux pas dire que la période de puberté est dangereuse. Non, c'est normal. C'est une saison normale pour toute femme. Et d'ailleurs, quand l'enfant jusqu'à 13 ans n'a pas ses menstrues, ou à 15 ans n'a pas ses menstrues, les parents commencent aussi par se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas dangereux, mais c'est délicat. C'est une période délicate au cours de laquelle il faut faire preuve de beaucoup de sang-froid, beaucoup de tempérance, de positivité. Il ne faudrait pas être négatif. Vous savez, moi, j'aime toujours, quand je suis à des émissions pareilles, j'aime toujours parler du concret. C'est comme un monsieur qui m'a écrit la fois passée et son enfant a plus ou moins 13 ans. L'enfant est en seconde. Voilà, aujourd'hui 13 ans, 14 ans, ils sont en seconde. Donc, un enfant qui est en seconde, je suppose, a déjà suivi les cours de reproduction. Cet enfant connaît déjà ce que c'est que les VIH. L'enfant sait ce que c'est que le préservatif. L'enfant connaît tout. Donc, je me mets donc à la base de l'enfant. Je dis, mais je connais tout. On m'a tout appris. Donc, on ne peut pas me dire que je ne peux pas avoir d'amis. Mais on peut plutôt m'aider, me guider. Mais vous voyez? Madame Fanou, le problème, c'est que les interactions entre les interactions de l'enfant avec la société ont tendance à éloigner l'enfant de ses parents, parce que un dialogue sans tabou n'est pas installé à la maison. Oui.
Justement, c'est pas la société qui est le problème. Hein. Moi, je dirais que c'est les parents qui ne prennent pas leur responsabilité. Vous pensez qu'à la maison, un père peut parler du sexe avec son enfant? Bien entendu. Évoquez le mot sexe. Le mot sexe. Est-ce que ce n'est pas vulgaire? N'est-il pas un peu vulgaire? C'est pas vulgaire parce que ça fait partie de la vie. Et la sexualité, c'est inhérent à la vie depuis notre naissance. Vous voyez un peu. Donc, les parents... Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver des moyens pour cajoler un peu? S'il vous plaît, si nous devons faire l'éducation à la sexualité, qui j'estime fait partie intégrante de l'éducation globale que l'enfant doit recevoir, nous ne devons pas avoir de limites. En tout cas, c'est ce qui est recommandé. Il faut en parler sans tabou. Et il faut appeler les choses par leur nom. Il faut donner les vraies informations aux enfants. Ne pas camoufler, ne pas cacher des choses. Mais, il y a un mais. Il faut que le langage soit adapté. Et à l'âge de l'enfant, à ses capacités, à son évolution et tout. Donc, il faut savoir utiliser les mots, il faut savoir donner l'information qu'il faut à un moment donné. C'est pas de tout livrer. Et surtout, quand on parle de l'éducation à la sexualité, c'est pas parler que du sexe. Vous avez déjà reçu des ovations de mes confrères qui ont un plateau. Et puis, beaucoup de parents ont peur de parler de ça. Ne pas en parler. Ne pas en parler, qu'est-ce que ça cause? Constitue plus de risques pour l'enfant que d'oser en parler. De votre position de mère, vous pensez réellement ce que Mme Gomez dit? Pas seulement de position de mère, mais en tant que consultante en harmonie des familles, justement, il fallait ajouter ça. Je le recommande et j'estime qu'aujourd'hui nous devons quitter le snobisme, nous devons quitter l'hypocrisie, nous devons arrêter de faire semblant avec nos enfants. Bien sûr, vous pourrez regarder dans la caméra pour le dire. Ok, d'accord. Il faut parler aux enfants. Il faut dire aux enfants ce qu'il en est de ce qu'on appelle relation sexuelle, de ce qu'on appelle relation amoureuse, de ce qu'on appelle relation amicale. Il faut faire la différence, il faut parler aux enfants. Alors j'estime que ce que Mme Gomez a dit est bien posé. Alors chez le petit garçon, la puberté commence à l'âge de 12 ans et peut se produire entre 11 ans et 15 ans. Quels sont les caractères chez le petit garçon, Mme Gomez? Chez le petit garçon, comme chez la petite fille, on constate une poussée de croissance. Bien sûr. Et il y a les organes génitaux externes qui se développent beaucoup plus. Je veux parler du pénis, des testicules. Bien sûr. Il y a la pilosité aussi qui se développe. Il y a la voix aussi. La voix qui devient plus rauque. Et il y a les poils. Il y a les poils, oui, je l'avais dit tantôt. Et puis il y a la production des spermatozoïdes qui commence. Et puis ça se manifeste souvent la nuit. Ça s'appelle la pollution nocturne. La pollution nocturne. Est-ce que vous pensez que la pollution nocturne est diabolique, est démoniaque? Non. Je dis non. La pollution nocturne n'a rien de démoniaque, rien de diabolique, c'est normal. C'est un phénomène normal que tout enfant, tout garçon à l'âge de puberté peut se retrouver en pleine nuit et son slip est mouillé, ou bien son caleçon est mouillé, ou bien le matin il se réveille, il voit que son caleçon est mouillé. C'est normal, c'est l'émission du sperme, n'est-ce pas? En pleine nuit, c'est normal. Il faut aussi que les parents se forment à ces choses, que les parents essaient de casser la baraque et de se dire qu'ils ne connaissent pas tout et qu'ils aillent un peu se former dans ces domaines pour pouvoir aider les enfants. Quand vous êtes formé, vous avez les mots qu'il faut, vous savez comment vous pouvez gérer ce dialogue avec votre enfant. Et mieux, au préalable, l'enfant est averti. Et quand cela se produit, il n'a pas peur. Il y a des enfants qui prennent peur. Quand ils se réveillent, ils voient ça, ils ont peur. Vous voyez, et ils ont du mal à en parler à leurs parents parce que déjà, on fait croire à l'enfant que le sexe, tout ce qui est lié au sexe est diabolique. On fait croire à l'enfant que tout ce qui se fait, tout ce qui a trait
à la sexualité est mauvais. Et quand tu parles de sexe, tu es un pécheur. Il faut qu'on finisse avec ces histoires-là. Et qu'on laisse aux enfants les bonnes informations. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Une fois dans leur ménage, oui, les enfants deviennent des personnes malades au plan sexuel. Oui. Ils n'arrivent même plus à jouer convenablement leur rôle. Parce qu'on a passé le temps à leur faire croire que le sexe est diabolique. Alors, à Madame Gomez, un enfant qui se retrouve petit matin dans son caleçon mouillé, quel est le dialogue que la maman ou le parent doit établir? Voilà. Oui, comme Madame Quenon venait de le dire, il faut que, même avant que cela n'arrive, l'enfant soit informé et qu'il sache que c'est un phénomène normal, naturel. Donc, quand ça arrive, il comprend. Au cas où il ne savait pas et qu'il a le courage de poser la question peut-être à son père, il faut le lui expliquer que c'est qu'il est en train de grandir. C'est qu'il commence à produire des spermatozoïdes et que de temps en temps cela peut se produire. Donc il se lave, il se nettoie et puis ça passe. C'est un phénomène naturel qu'on retrouve d'ailleurs chez certains hommes adultes aussi. Donc c'est tout à fait naturel. Et profiter justement de cette occasion pour dire aux garçons que à partir de cet instant qu'il produit déjà des spermatozoïdes, il émet le sperme, qu'il est capable d'enceinte une fille, c'est ça. Il peut être père si jamais il a des relations sexuelles non protégées. Très bien. Alors, votre mot de la fin, Madame Fanny. Pardon? Votre mot de la fin. Merci, monsieur le journaliste. Je dirais aux parents qui nous suivent que le sexe n'est pas un sujet tabou. Je leur dirais également que nous écoutons leurs enfants et qu'il nous semble que les enfants sont même plus informés que eux-mêmes. Il est temps que les parents aillent aussi se former pour pouvoir apporter à leurs enfants les informations qu'il faut pour éviter le pire. J'aimerais également dire à une mère qui nous suit ici qu'il est beaucoup plus de sa responsabilité de canaliser sa fille. Il faut aider la fille à grandir. Il faut trouver les mots qu'il faut pour mettre la fille en confiance lorsqu'elle arrive à cette étape de puberté. Et je pense que si cela est fait, tout se passe bien. L'enfant réussit pour la gloire de Dieu, pour votre joie à vous. Mais l'enfant ne réussit pas seulement au plan intellectuel, mais l'enfant réussit sur tous les plans. Parce qu'une femme équilibrée, c'est une femme heureuse au foyer, une femme heureuse en société, une femme heureuse dans la vie professionnelle. Parole de consultante en harmonie du foyer. Madame Gomez, votre mot de la fin. Je vais rester sur cette même ligne et dire aux parents que l'éducation à la sexualité, loin de conduire les enfants à la débauche, leur permet d'être aguerris, leur permet de faire des choix responsables, leur permet d'assumer leurs responsabilités, de savoir connaître les conséquences de leurs actes. Donc, on gagnerait beaucoup en dialoguant avec les enfants, on gagnerait beaucoup en les éduquant sur tous les plans. Je voudrais aussi dire que de ne pas avoir peur, chers parents, n'ayez pas peur parce que la vision, sinon l'orientation que nous donnons à l'éducation, à la sexualité au Bénin, n'est pas la même peut-être que nous voyons dans certains pays occidentaux. C'est ça qui fait peur aux parents. Donc c'est à nous-mêmes de donner un contenu à cette éducation. C'est à nous-mêmes de profiter de cette occasion pour transmettre nos valeurs qui nous sont chères à travers cette éducation pour que les enfants puissent être bien formés et pour qu'ils puissent être des adultes très équilibrés pour contribuer à la construction. Merci beaucoup, chers invités, d'avoir accepté partager ce moment de télévision, ces informations pour l'avenir de nos enfants. Revenez quand vous voulez, c'est votre plateau, vous pouvez venir quand vous voulez. Merci beaucoup. Pendant la période de puberté, les parents doivent faire l'effort d'accepter l'adolescent dans leur comportement, essayer de les comprendre en vue de les aider à gérer
au mieux la crise et en sortir avec maturité. Voilà, parole de sage. Nous allons revenir et installer le plateau Éducons, mais avant, on écoute Fanico. Voilà. J'étais pas prêt, j'étais pas sûr, j'en avais ma tête célibataire. T'es tombé comme un flash, je t'assure. Mon bébé à moi, je me suis laissé aller. Tu m'as fait oublier le passé, quand mon cœur était égaré. J'ai chanté, faut pas m'embrouiller, mais toi tu m'as embrouillé. Sur toi je peux dépenser les billets. Oh mon bébé, merci, je te dis juste merci, oh. Car à nouveau tu me fais vivre. Je t'aime, oui je t'adore. Tu as noyé toutes mes peines. Merci de m'avoir ouvert la porte. Je t'aime, oui je t'adore. Tu as noyé toutes mes peines. Merci de m'avoir ouvert la porte, yeah. Tu m'as fait oublier les mauvais souvenirs du passé. Elle m'a aidé à soigner, guérir de mes blessures du passé. Grâce à toi j'ai changé, mais j'ai vraiment changé, ma bien-aimée. Mon chocolat, je t'aime. Et Fanico, moi je suis sincère de cette fille-là. C'est dit qui, elle va te faire perdre la tête. Hey ma chérie, mon amour pour toi est sincère. Je veux pas te perdre. Je t'aime, oui je t'adore. Tu as noyé toutes mes peines. Merci de m'avoir ouvert la porte. Je t'aime, oui je t'adore. Tu as noyé toutes mes peines. Merci de m'avoir ouvert la porte, yeah. Grâce à toi j'ai changé, mais j'ai vraiment changé, ma bien-aimée. Mon chocolat, je t'aime. Grâce à toi j'ai changé, oui j'ai vraiment changé, mamacita, je t'aime. Je t'aime, oui je t'adore. Tu as noyé toutes mes peines. Merci de m'avoir ouvert la porte. Je t'aime, oui je t'adore. Tu as noyé toutes mes peines. Merci de m'avoir ouvert la porte, yeah. Ans après la conférence nationale des forces vives de la nation, quels sont les acquis du système éducatif? Eh bien, tout autour de moi, journalistes et enseignants acclimatés à l'exercice nous réservent une ultime envolée dans le monde éducatif. Modeste Yaba, vous êtes enseignant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. À votre côté, Enoch Guidimé, journaliste spécialiste de l'éducation, merci de votre présence. Tout le plaisir pour moi, Arim. En face de vous, Enoch, Arim Lassissi, journaliste enseignant, vous êtes resté pour le débat, toutes nos reconnaissances. Avec le même plaisir. Avec le même plaisir, donc il est aussi à votre gauche, Atikan Amaou, chroniqueur, enseignant de belles lettres, vous êtes aussi resté pour le débat. Oui. Dans une enquête réalisée par mon confrère Adjei Ponon du journal Éducation, il rappelle les propos de feu Albert Evoidje, le rapporteur de la conférence des forces vives de la nation. Les peuples qui se développent sont ceux qui privilégient la recherche scientifique. Et selon lui, le Nouveau-Bénin doit mettre un point d'orgue sur la recherche scientifique afin de créer un réseau de chercheurs dans ce domaine. Vous, Enoch, vous qui êtes journaliste spécialiste, quels sont les acquis selon vous des 30 ans de vie démocratique dans le domaine éducatif?
Alors Habib, est-ce que je parlerai d'acquis? Je dirais plutôt l'héritage. L'héritage, vous savez que quand on parle d'héritage, ce n'est pas ce qui est forcément positif. Moi, j'ai retrouvé ce qui est négatif, c'est que la pénurie de l'enseignant, c'est un héritage que nous avons depuis 1970 et qui est toujours d'actualité. Et bon, il faut aussi dire que la grève a été réduite et puis les enseignants n'ont plus le droit de faire des grèves. Maintenant, permettez-moi juste tenter de faire une brève historique de l'école béninoise. Et vous n'êtes pas sans savoir que Feu Nelson Mandela disait que l'éducation, je cite, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est vrai que nos aïeux, nos aînés ont compris, ont pris à cœur cette citation. Donc on a la période précoloniale, la période coloniale et la période postcoloniale. La période précoloniale, c'est cette période où l'État a formé des fonctionnaires juste pour continuer le travail des colons. Et après, nous avons la période coloniale où nous avons vu le régime massime-léninisme, où on parlait des jeunes enseignants révolutionnaires. Il faut aussi dire que cette période a accouché d'une école nouvelle, où on a vu ce qu'on appelle approche par objectif, et l'approche par les compétences qui a pris corps en 2000, dans l'année 2000. Et aujourd'hui, nous sommes toujours avec l'approche par les compétences. Et il y a une différence qui s'opère au niveau des matières scientifiques. On parle de approche par investigation. Cette approche, c'est pour amener les enseignants à plus s'adonner aux matières scientifiques, qu'il s'agit de la mathématique, ou des sciences physiques. Donc je dirais que de façon sommaire que l'héritage, c'est la pénurie d'enseignants. Voilà. D'accord. Amaou, vous parlerez aussi de la pénurie d'enseignants? Bon, il y a pénurie d'enseignants, c'est visible. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que aujourd'hui les filles ont accès à l'école plus facilement qu'hier. Et il y a également le fait qu'on privilégie à l'école aujourd'hui l'écoute de l'enfant plutôt que l'imposition comme cela se faisait de par le passé. L'intervenant de tout à l'heure disait qu'il y a l'approche par investigation. Ce qui est recherché chez l'enfant aujourd'hui, c'est la construction de son savoir. L'apprenant est mis au centre, n'est-ce pas, de cette construction de savoir-là. Alors, Monsieur Modeste Touyaba, pensez-vous que l'école, les produits de l'école correspondent aux besoins sur le marché? Bon, les produits de l'école aujourd'hui, ce que vous formez là, ce que les apprenants que vous formez là, ne correspondent pas. Mais ça, c'est clair. Il y a des efforts sur le terrain, c'est vrai. Mais les produits aujourd'hui ne répondent pas du tout à l'attente. Puisque aujourd'hui, vous savez que même à l'université, les enfants et les étudiants sont incapables de s'exprimer correctement en français. Voyez. Pourtant le Bénin, le quartier latin. Bon, pourtant vous voyez, le Bénin, le quartier latin, ça ne va pas. Ça ne va pas. Harim Lassisi, ça ne va pas. 30 ans de pratique démocratique, pourtant, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, à la suite de mes prédécesseurs, je dirais que je parlerai aussi d'héritage. Bien sûr. Oui. Bien que nous avons eu l'évolution, et nous avons actuellement un gouvernement qui réfléchit beaucoup sur la question. Et il faut le dire. Parce que de nos jours, je suis d'accord avec la pénurie d'enseignants, parce que c'est évident. Et nous avons également tout ce que vous savez, le niveau, l'attente, tout ça là. Mais je dirais que des efforts sont constatables. Justement, dans le domaine. Justement, selon vous, quels sont les efforts qu'on constate? Alors, et je prends d'abord nous parlons de l'enseignement, je parle également de ces acteurs-là. Il y a l'enseignant. L'enseignant, aujourd'hui, c'est qu'il faut être fait pour
avant de se trouver, de retrouver son aise dans ce système. Voilà, aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement, vous avez, l'enseignant est mis devant ses attributions aujourd'hui. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut attendre d'un enseignant? Quelles sont les prérogatives d'un enseignant? Tout ça est déterminé aujourd'hui. Et avec un système de suivi que nous appelons EducMaster. Et ça, c'est à la clé du gouvernement et de la rupture. Et depuis le palais, c'est là où vous êtes. Vous avez cours de telle classe, de telle heure à telle heure. Et tout est suivi comme ça. Ça va permettre quoi? Ça va éviter que les enseignants aillent faire de n'importe quoi dans les salles. Tout ça là, au profit de quoi? Des apprenants. La qualité de la formation. D'accord? Mais là, il ne faut pas, je ne suis pas de la cabine des gens qui veulent peindre en noir tout ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Je dis qu'il y a des efforts. C'est vrai qu'il y a encore du travail à faire, mais je dis qu'il faut saluer tout ce qui a été fait jusqu'ici. Et nous espérons que le reste sera aussi fait. Amaou, tout simplement. Il y a des efforts, il faut saluer. Comme vous êtes dans le système. Bon, il y a toujours d'efforts. Est-ce que les efforts sont à la hauteur des attentes? C'est de ça il s'agit. Il y a le propos de Monsieur Touyaba que je ne partage pas tout à fait. Oui. On entend dire souvent que le profil n'existe pas par rapport au métier, que le profil n'existe pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est plutôt que nous n'avons même pas, n'est-ce pas, de demande. On n'a pas de demande. Parce que s'il y avait de demande, indubitablement, les écoles de formation se verront dans l'obligation de concevoir ces profils-là. Donc c'est justement parce que la demande n'existe pas. Et il faut constater que notre pays n'est pas encore un pays construit. Que notre pays n'est pas encore un pays en construction. Si tant est qu'on devait mettre le pays en construction, peut-être en arriverons nous à manquer, n'est-ce pas, de main d'œuvre. Mais Enoch, le gouvernement fait quand même des efforts pour privilégier l'enseignement professionnel. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre. Le gouvernement s'inscrit dans cette logique avec l'évaluation diagnostique et qui a été faite récemment, où on a essayé de revoir quel genre d'enseignants il faut dans le système éducatif. Mais il faut comprendre qu'il y a simplement des changements de nom. Parce que en 1970, on parlait des jeunes engagés, ceux qui avaient simplement le BEPC. Et après, on a parlé des jeunes instituteurs révolutionnaires. Après, on a parlé d'instituteurs suppléants, instituteurs adjoints suppléants. Après, on a parlé des communautaires. Après, des vacataires. Aujourd'hui, on est avec les aspirants. Donc, on dira... Pas des aspirants, seuls réinsérés, s'il vous plaît. D'accord, je retire le mot. Et donc, je dirais tout simplement qu'il y a simplement du changement de nom. Mais le gouvernement actuel fait un effort pour revaloriser la fonction enseignante. Bien sûr, et pour enlever, pour extraire voilà, cette catégorie-là d'enseignants de la précarité, et je pense que le gouvernement a bien réussi. Monsieur Touyaba, vous regrettez l'école coloniale? Bon, non, je ne regrette pas l'école coloniale. L'école coloniale a fait sérieusement des efforts. Aujourd'hui, quand vous voyez nos parents, même à 60 ans, 65 ans, ils lisent correctement, ils parlent français, quand bien même qu'ils ont le CEP seulement. Vous voyez, c'est des parents qui parlent correctement français et qui écrivent très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas ça, il n'y a même plus la dictée. Il n'y a pas la dictée. Il y a la dictée. Non, pas comme la dictée éliminatoire comme avant. Voilà. On ne fait pas de dictée éliminatoire comme avant. Et puis les enfants sont incapables d'écrire une phrase. Pas tous incapables. Revenant sur les efforts du gouvernement, tout le monde est d'accord que l'effort, ce gouvernement, le gouvernement de Parti Talon,
ils fournissent beaucoup d'efforts. Ça, c'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, il y a le Conseil national pour l'éducation. C'est une très bonne chose. Et ils sont apolitiques. Et ils sont à pied d'œuvre pour corriger les choses. Et pas plus tard que 2 semaines, je crois, il y a le ministre qui a fait sortir encore une décision pour dire que il n'y aura plus donc de ML, modèle non, etc. C'est une très bonne chose. Bon, maintenant, il reste toujours à faire ça. Il reste à faire encore. Et puisque aujourd'hui, il n'y a pas d'orientation. L'orientation, c'est à l'université maintenant qu'on parle. On parle d'orientation, on oriente les étudiants à aller vers... non, l'orientation, en principe, devrait commencer par la base. Il faut commencer à... Il y a une orientation, à partir du second cycle. Déjà, vous savez que... non, vous avez dit second cycle, mais non, je parle déjà du cours primaire. Déjà, au cours primaire, on peut commencer à voir ce que l'enfant... peut chercher, donc on peut devenir la capacité de l'enfant. Voilà. Et voilà, on peut. En Europe, ça se fait. Déjà, eux, ils envoient les enfants faire des jeux et on détecte le jeu et que l'enfant aime le plus souvent. On cherche à le mettre dans ces écoles-là. Je pense qu'ils sont en train de mijoter cela et ça va venir très prochainement. Arim Lassisi, pensez-vous que les programmes en vigueur dans notre système éducatif contribuent vraiment à la formation de vraies élites pouvant assurer l'avenir du pays? Alors là, je dis oui, déjà. Oui, parce que, vous voyez, aujourd'hui, avec l'approche par compétence, vous l'avez dit tout à l'heure, l'apprenant est au centre. On l'amène à construire le savoir lui-même. D'accord? Il est intégré, on l'intègre. Cela fait qu'il assimile beaucoup plus les choses avec l'autre approche où tu es là, on vient, tu dis tout, tu écris, tu rentres chez toi, tu reviens avec. Ouais, d'accord? Maintenant, le contenu, là, il faut aller par étape. Non, je dirais couloir par couloir, parce que nous avons plusieurs disciplines. Nous avons le français, par exemple, les SVT. Parlons du français. Voilà, nous prenons dans le cadre du français, par exemple. Nous avons déjà en 6e où on vous amène à étudier les œuvres. Dans ces œuvres-là, vous avez quand même la vie. Parce que la littérature, que c'est l'homme dans son milieu, dans sa société. Non seulement ça, vous avez dans SVT, on parle de la nature, tout ça, et ça amène le petit apprenant à commencer par s'imprégner de ce qu'il attend. Et là, ça l'a guéri aussi à ce qu'il attend dans la vie, la vie courante ou bien la vie active. Voilà. Amaou, le petit enfant, le nouveau programme n'a-t-il pas des inconvénients? Toute dernière question pour vous. Toute chose a d'inconvénients. Donc, il ne s'agit pas d'attaquer le nom d'un programme. Il s'agit, n'est-ce pas, de chercher à découvrir quelles sont les valeurs que porte qu'on appelle ce programme-là. Et il y a une chose, n'est-ce pas, qu'il faut reconnaître à l'approche par les compétences, c'est la démystification, n'est-ce pas, du savoir, et plus précisément le fait qu'on ne veuille faire attention qu'à la pratique de la langue française. J'ai entendu dire par 2 fois tout à l'heure que on entend les enfants parlent mal français. Oui, parler mal français, le français est notre langue officielle. Je suis enseignant de français. Cependant, il faut reconnaître que ce n'est pas parler français, n'est-ce pas, qui fait évoluer un pays. Ce n'est pas parler une langue qui fait évoluer nécessairement un pays. Aujourd'hui, il existe des apprenants qui, sans bien parler français nécessairement, arrivent à créer des applications, arrivent à créer des choses, et il faudra, n'est-ce pas, qu'on prenne en compte. Très bien. Très rapidement, votre mot de la fin. Non, je dirais que les chefs d'État, Feu Kérékou, jusqu'au chef d'État actuel, ils reconnaissent que nous avons un souci au niveau du système éducatif. Parce que quand l'autre dit que
il y a des intellectuels tarés. Je veux parler du feu Kérékou. Oui. L'actuel président dit que le Bénin est un désert de compétences. Vous voyez, actuellement, nos routes sont dans les mains des Chinois. Bien sûr. Et ça dit qu'il n'y avait pas, ou bien il n'y a pas des hommes compétents pour faire le travail. Non, non. Donc, il faut aussi chercher à voir l'approche. Maintenant, que ce soit le programme qui est mis en place, ce n'est pas là le souci. C'est les hommes de main, ceux qu'il faut pour faire le travail. Et est-ce qu'on peut changer le programme n'importe comment? Parce qu'avec l'approche par les compétences, il y a le travail individuel, le travail de groupe et brainstorming. Je savais des enseignants, ils savent de quoi je parle. Donc, si il faut revoir la formation, faire une formation répétée aux enseignants pour les amener à mieux faire le travail, je pense qu'avec ça, on peut nous retrouver, on peut éviter cette citation d'Emmanuel Mounier qui dit « Le Bénin est le quartier latin de l'Afrique. Cet intellectualisme teinté de, je dirais de... Enfin, ça m'échappe. D'accord. Donc, c'est juste pour dire que si on peut voir les choses, ça peut y aller. Quoi. Ça va aller. Votre mot de l'œuvre, très rapidement, en 30 secondes. Non, moi je ne peux que féliciter ce gouvernement qui essaie donc d'améliorer le système sortir le Bénin de l'ONIE. Ça c'est clair. Bon, maintenant, il faut qu'on cherche à orienter les enfants dès la base. D'accord. Et ça va aller. Ça va aller. Arim Lassisi, 10 secondes. Alors, 2 mots. Moi, je s'il vous plaît. Monsieur Eco5 pour nous donner l'occasion chaque fois de revenir sur ces questions-là. Vous savez, l'éducation, c'est la vie. C'est ça. L'éducation, c'est la vie. Donc, moi, je sais que quelque chose est en train d'être fait. Et un peu plus d'efforts et le jour de gloire n'est pas loin. Et je dis que, quel que soit ce qui se fait, l'État, nous sommes dans un État qui est en construction. 2 mots. D'accord. Et vous savez, c'est toutes les réformes que nous avons actuellement dans le système éducatif, nous sommes en période d'expérimentation. D'accord. Merci beaucoup Arim Lassi, merci chers confrères, merci chers enseignants d'avoir participé à ce débat. Vraiment, vous êtes louables. Je vous l'avais déjà dit, le Parisien est dans nos murs, vous allez le voir, mais avant, voyez ceci, on revient. Merci de votre fidélité à Eco 5. Je vous l'avais dit, le Parisien, il est là, il est en plateau avec Adi. Bonjour. Bonjour, Ami. Comment vous avez fait pour décoder cette sommité-là? C'est très simple. Très simple. Ouais, très Allez, simple. Je vous laisse au service de Le Parisien. Alors, bonjour chers téléspectateurs. C'est un visage nouveau sur la scène artistique, un visage qui s'impose en nous conquérant dans les réseaux sociaux avec un style singulier. C'est peut-être le plus français de tous les comédiens, en tout cas, il est le plus parisien de tous. À l'état civil, comme je le disais,
Lawani Akadiri, le Parisien, est un jeune comique béninois originaire de Porto-Novo, né le 18 décembre 1995 de religion musulmane. Il a fait ses premiers pas vers la comédie le 5 février 2018. Sa passion et son amour pour ce dernier lui a permis aujourd'hui d'être connu par le public béninois. Alors, Parisien, vous êtes un artiste révélé pour son accent particulièrement français. Pourquoi une telle option? Bon, je vous remercie. Je salue M. Habib. Monsieur. Donc, je salue Mademoiselle Kadi aussi. Donc, vous voyez, le Parisien, avant d'être le Parisien, j'étais Ramka Baby. Donc, vous savez qu'au Bénin, si tu fais quelque chose et tu ne voyages pas, tu n'es pas considéré. Donc, il faut essayer de voyager avant d'être considéré dans son pays. Donc, du coup... Ça, c'est votre avis personnel. Hein? Ouais, ouais. Donc, du coup, j'ai sorti le truc du Parisien pour être quoi. Oh, d'accord, pour être considéré. Oui. Pour faire votre buzz. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier de comédien? Bon, d'abord, je regarde les films nigérians. En plus de ça, je regarde quelques humoristes. Donc, comme moi-même j'aime faire la comédie, donc je me suis dit, je vais me lancer dedans pour voir ce que ça va donner. Donc, vous êtes vrai comédien, quoi? Oui, je suis vrai comédien maintenant. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter les débuts? Comment la comédie s'est révélée à vous? Bon, d'abord, après le bac, j'ai commencé l'université. Donc, il y avait la grève et tout. Donc, arrivé à la maison, je ne faisais rien. Oui. Donc, du coup, j'avais un ami qui a fait audiovisuel. Ah bon, arrivé à la maison, vous ne faites rien? Non, non, bon, arrivé à la maison, je reste comme ça, je reste là. Vous êtes désœuvré. D'accord. Oh, moi, j'aime étudier. Ah, donc, ça c'est le coup. Comme il y a la grève, donc, arrivé à la maison, j'adore ça. Il y a mon ami qui est venu et il m'a dit que il faut faire les vidéos. J'ai dit que j'aime pas ce genre de trucs. Bon, j'aime faire ça, mais j'aime pas m'afficher. C'était à quel âge ça déjà? C'est l'âge de la puberté. Hein? Non, jamais. Jamais. D'accord. Donc du coup, j'ai fait une vidéo, j'ai posté sur YouTube. Et les gens ont commencé par aimer, donc je me suis lancé dedans. Super, c'est ça. Alors, imiter l'accent français, c'est lui la clé de votre art. Pourquoi une telle option artistique? D'abord, quand je regarde les Français parler, et j'ai aussi, ils prononcent leur truc, ils veulent prononcer les mots en fond, et ça fait rire. Donc, du coup, je me suis dit que je vais attaquer. Ouais, et mes fonds, vous voyez, donc je me suis dit que je vais attaquer le style là. On peut aller là, rapidement. Ok, et les fonds gagner. Ouais, donc je suis actuellement au Bénin, précisément sur le plateau de Télé. C'est comme ça. Aziza, alors, quelles sont les difficultés rencontrées lorsqu'on est comédien? C'est un peu difficile. Hein. Quand tu es comédien, d'abord, quand tu veux dire, tu es en train de parler, on ne te croit pas. Parce qu'on va dire que c'est la comédie. Après ça, il n'y a pas de l'encouragement comme il le faut. Parce que pour faire les vidéos, je sors mon propre argent pour faire ça. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut travailler, non? Voilà. Ouais, il y a ça aussi. Mais quand tu fais rire à quelqu'un, c'est pour vrai, c'est thérapeutique. Oui, c'est thérapeutique. Quand tu vois ça, ce jeune homme, je vais l'aider parce que c'est tout me fait. Il faut que vous aidiez nos artistes. Ça, c'est vrai. Bon, c'est le Bénin. On n'a pas le choix. On va rester comme ça. D'accord. Et dites-nous rapidement, quel est l'objectif de votre comédie? L'objectif de mon comédie, de votre comédie, ouais, c'est ressembler les vrais comédiens, les grands comédiens. Ressembler. Bon, être à leur niveau, quoi. Ah, là, je suis d'accord. Plus que ça. Oui, plus que voilà, ressembler, je ne vous conseille pas ça parce que vous devez vous forger vous-même votre propre personnalité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc être à leur niveau et même les dépasser. Représenter le Bénin là, partout dans le monde. Ouais, c'est ça. Alors, Habib, on va rapidement à la régie suivre l'une des audios, l'une des vidéos plutôt du Parisien. On va rapidement, oui. Apparemment, la vidéo, la tech, la régie n'est pas avec nous. On peut avoir la vidéo du Parisien.
Empire Productions. Oh na na na, yeah, oh na na na. Ni maoni kochi u Ijadagbe mangberu Ni fili ni kochi Betona wanunde Wezon mi fambodo kanyeru Pamono vina nyinude Wezon mi ronjete Asomne yezene Wali numini yinukon Marono mede susu Nika e anami eo do enoso nyikanu medi mele ye doko medi Parisien. Juste une dernière question hein, pour finir. Pourquoi vous n'avez pas pensé à former un groupe avec une autre personne? Bon, dans 30 minutes. Ouais, bon, d'abord... 30 secondes, pardon. 30 secondes. D'abord, moi, j'aime pas former un duo. J'aime pas ça parce que je fais mon truc à moi. Pensez-vous que vous allez réussir seul? Bon, non, je ne peux pas réussir seul. Donc, je suis en train de mettre en place un groupe, un staff. Ouais, staff qui s'appelle Kokoshima Family. Donc, c'est ça, je suis en train de... Qui va vous porter. Oui, c'est des projets rapidement. Avec moi dans la vidéo. Dans la vidéo. Les projets rapidement en vue. Donc, c'est essayer de créer une école pour former les jeunes comédiens à venir. D'accord. Kadi, merci beaucoup. Merci à vous, Parisiens. C'est un plaisir pour nous. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup, Kadi. Vous avez assuré, vraiment, je vous rassure que vous avez assuré. Voilà, tautologie. Permettez la tautologie, chers amis. Voilà, Eco 5, fin, stop. Aujourd'hui, on descend. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut.